Marie. Bonjour Bruno. Alors, peux-tu nous raconter un petit peu donc ton aventure, hein, Ouais, parce que c'est une aventure, ouais, c'est vrai. Voilà, déjà le départ. Comment ça s'est passé? Donc, comme tu sais, je suis parti le 5 septembre Oui. pour la longue route, parce que tu étais là. Oui, bien sûr. C'était super, c'était un super départ et j'ai beaucoup apprécié le moment. J'avais un peu peur de l'émotion et tout ça, mais en fait, j'étais complètement dedans et j'étais vraiment, vraiment content de partir. Et le bateau allait bien, il y avait du vent, tout ça. C'était vraiment chouette. Tout le monde était là. C'était cool, c'était vraiment cool. Il n'y avait pas de fausse émotion, il n'y avait pas de trucs. J'ai vraiment bien apprécié le. Et après, j'ai été étonné. Alors, ça, c'est la sortie de Manche et tout ça, l'arrivée dans le golfe de Gascogne, c'était très bien. J'ai eu aucun problème. Et après, j'ai été étonné de la météo. Alors, j'ai vraiment pas eu beaucoup de vent jusqu'à un peu tout le temps en fait. Et donc je suis descendu doucement vers l'Équateur, enfin d'abord vers Madère, ensuite les Canaries, ensuite Cap-Vert et l'Équateur. Et ouais, et je trouvais, enfin quand je relisais les moyennes que faisait Moitessier ou André Gentil ou tous mes prédécesseurs, je trouvais vraiment que j'étais à la traîne, quoi. Mais à cause de la météo, le bateau il allait bien, hein, super bien, quoi. Et puis, à partir des Canaries, alors j'étais vraiment dans le. J'ai mis à peu près 2 jours, 2 jours et demi à rentrer vraiment dans le voyage, ce que j'ai trouvé rapide. Moi, je m'attendais à une petite semaine d'acclimatation. Oui. Et en fait, j'ai mis que 48 heures, on va dire, dans le golfe. Je me suis senti vraiment super bien et avec la longue route devant moi et j'étais vraiment bien dans le truc. Et très bizarrement, arrivé du côté des Canaries, donc une quinzaine de jours après, parce que j'ai quand même mis une quinzaine de jours pour descendre sur les Canaries avec le manque de vent, il y a une espèce d'angoisse sourde qui est arrivée. En fait, j'étais une espèce d'angoisse qui m'habitait presque en permanence sur une casse éventuelle. Le bateau allait super bien, j'avais aucun signe d'usure ni de casse. Et je commençais à checker un peu tout le temps, je sais pas, le vide-mulet, les cages de ridoir, l'électricité, les alternateurs, les machins, un peu tout le temps. Et il fallait que je fasse un effort psychologique pour me dire mais arrête, parce que là c'est bon, quoi, tout va bien, sur ce bateau là, tout va bien, quoi. Mais moi j'allais bien, hein, à part ça, quoi. Et en fait ça s'est empiré. Et ça ne me quittait plus, quoi. Quand je suis arrivé dans le poteau noir, bon, j'ai été occupé par le temps, quoi, enfin, avec les grains et tout ça, et c'était génial d'ailleurs. Enfin, j'ai adoré le poteau noir, c'est bizarre, hein, mais c'est un endroit que c'est hallucinant, quoi, comme contraste, j'ai vraiment aimé. J'en suis sorti assez vite d'ailleurs, j'ai mis 5-6 jours à en sortir, je crois. Et psychologiquement, franchement, ça n'allait pas du tout. Un exemple, un jour, je me suis assis dans le cockpit et j'ai regardé mes 2 antennes VHF en tête de mât de l'AIS et fait des VHF. Et puis je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas moi qui ai serré les écrous des 2 antennes, des tenues des 2 antennes. Et du coup, je me suis dit, si c'est pas moi qui les ai serrés, ils risquent de se dévisser, parce que j'en suis pas sûr. Alors que ça faisait 3 semaines qu'on était partis. D'accord. Donc il y avait zéro chance qu'elle se dévisse, quoi, parce que ça fait longtemps que ça serait tombé. Voilà. Et j'ai mis 48 heures à enlever cette idée de ma tête. D'accord. Quoi. Et donc, franchement, depuis les Canaries, j'ai mis une quinzaine de jours à me checker dans la tête en me disant mais c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Tu as 7 mois de mer encore devant toi là. Et il faut que tu trouves une sérénité. Donc je m'étais donné jusqu'à l'Équateur pour balayer tous ces trucs-là et me trouver dans la sérénité nécessaire pour faire l'ensemble du voyage, surtout dans les mers du Sud, quoi, où il faut être très fort dans sa tête, quoi. Donc
Ce n'est pas arrivé ce moment-là. J'ai échangé avec quelques amis marins et j'ai Didier Rago, l'ancien second de Kersezon, qui m'a juste envoyé un mail en disant « Est-ce que tu te crois invincible ?» Et je lui ai répondu « Bah bien sûr que non ». Il me fait « Bah dans ce cas-là, tu vois, je crois que tu as raison de faire demi-tour, parce que pour faire ce que vous faites ou ce que tu devrais faire, ces gars-là, ils se sentent invincibles dans leur tête. Et moi, je me sens pas invincible dans ma tête du tout, quoi. Donc j'étais pas prêt psychologiquement à faire ça, et je suis pas prêt psychologiquement à faire ça, parce que bah, là j'ai vu que c'était pas mon truc, je suis pas, voilà, je suis pas structuré comme ça. Donc j'ai pris la décision de faire demi-tour, avec un... c'était pas négatif, c'était très positif comme décision. Le moment où j'ai fait demi-tour, le moment technique où j'ai fait 180 degrés avec le bateau, là ça a été un peu dur parce que moi j'ai craqué un peu, voilà, parce que là c'est une décision. La décision je l'avais prise, mais je crois que je l'avais prise la veille de faire demi-tour en fait, mais je continuais vers le sud, enfin vers le sud-ouest en fait. J'étais sorti du poteau noir, j'étais pas loin de choper les alizés quand même. Et ouais, donc quand j'ai fait demi-tour, techniquement, là, j'ai eu un peu de mal pendant la demi-journée, quoi. Et après, j'ai eu un soulagement. C'était vraiment la bonne décision à prendre, quoi. Il suffit pas d'être un bon marin pour faire ça. Faut être structuré dans sa tête avec des choses extrêmement fortes et pas être encombré par tous les trucs. Moi, je me suis laissé encombrer par mes angoisses, ouais, voilà. C'est des espèces de... J'ai toujours eu beaucoup de mal avec la casse, hein. Quand j'étais guide de haute mer, quand j'emmenais mes gens en mer, je faisais super méga attention à ce qu'il se passe rien sur le bateau, qu'il y ait aucun... D'ailleurs, j'ai jamais eu à blesser, rien, pendant les 25 ans de... Et je vivais très mal les moments où il y avait du matériel qui cassait, ouais. Machin. Donc je savais que c'était mon point faible, ça sur la longue route. Mais je pensais pas que, sans que la casse arrive, ça me perturbe à ce point-là, quoi. J'étais vraiment perturbé, quoi. Et ça va pas. Alors que les 15 premiers jours, c'était formidable. J'étais sur un petit nuage. Et après, j'ai vu que ça n'allait que en progressant. Donc voilà, j'ai fait demi-tour et j'en suis très, très, très content. Et d'accord. Et donc le bateau, comment il s'est comporté finalement? Alors le bateau, le pauvre, il me méritait pas. Hein. Lui, il est prêt à repartir aujourd'hui là. Mais vraiment, je plaisante pas. C'est pas une vue de l'esprit. Il est prêt à partir aujourd'hui, quoi. Ok, parce que tu le disais un peu rouleur quand même. Ah oui, mais ça c'est son comportement. Ça, y a aucun. Non, il m'a fait aucun. J'ai eu aucune surprise avec le bateau. Si, j'ai eu que des bonnes surprises avec le bateau. Tout était nickel, tout était prêt. Ah ouais, si, il a commencé à faire de l'eau par le pont. L'accastillage a joué parce que il a fait très chaud quand même du côté de l'équateur et avec la pétole de la descente, tout l'accastillage a joué. Enfin, les coups d'engréement avec ce qu'il y avait de la mer quand même. Et donc là, j'ai eu. Ça, c'est j'ai fait une impasse sur la préparation, sur l'accastillage qui était déjà posé. J'aurais dû le démonter et le remonter au SICA, ce que j'ai pas fait. Donc j'ai eu quelques petites infiltrations d'eau qui étaient... Bon, voilà, quoi. Mais pas... Le reste, le bateau est nickel, quoi. Vraiment nickel, quoi. Et après, sur la remontée, tu as eu des... Alors sur la remontée où sur la remontée où je pensais finir cette longue route, enfin ce voyage d'une façon... philosophiquement serein, et ben pas du tout. Passé le Cap Vert, j'ai commencé à avoir de l'eau qui rentrait sur l'avant du bateau, au pied d'une cloison. Je n'ai absolument pas trouvé l'origine, alors que j'ai passé des heures et des heures. Bah, forcément, on était au près avec, il y avait entre 20 et 35 nœuds de vent en permanence jusqu'aux Açores. Je ne pensais pas m'arrêter aux Açores, je pensais entrer au Légué directement. Et puis, j'arrivais pas à trouver cette entrée d'eau. Et ça m'a miné pendant les 10 jours de remontée au près. J'ai commencé vraiment à avoir peur, parce que je pensais que le fond de coque était délaminé, ou une fissure, ou un truc comme ça. Parce que franchement, ça venait pas du pont, c'était pas possible. Il était sec, le pont, à l'intérieur, hein, je veux dire, parce qu'il y avait 50 cm d'eau à chaque vague sur le pont, quand même, à l'extérieur. Mais le capot était étanche, le capot de voilerie était étanche, l'accastillage était étanche.
J'avais pas une trace de flotte par le pont. Donc pour moi, ça venait forcément du bas de la cloison. Là. Et j'ai vraiment eu peur, peur de perdre le bateau. Alors pas peur de mourir, parce que après, voilà, il suffisait d'arrêter le bateau et puis d'appeler les secours, et puis voilà quoi. Mais j'avais quand même peur que le bateau se désintègre comme ça. Donc j'ai décidé de m'arrêter aux Açores, à Santa Maria, en espérant y arriver, pour checker ça. Et alors arrivé à Santa Maria, c'était quand même formidable, parce que il a arrêté de faire de l'eau. D'accord. Tintin. Et donc, j'ai plongé. Enfin, d'abord, je me suis reposé, parce que je suis arrivé dans un état... j'étais vraiment épuisé, quoi, psychologiquement, enfin, avec la peur. J'avais la combinaison de survie dans le carré, quoi. D'accord. Et donc, je me suis reposé 24 heures. Christine m'a conseillé de ne pas plonger tout de suite. J'ai plongé le lendemain. J'ai passé 3 heures à checker le fond du bateau. J'avais tout quadrillé, avec un marteau pour voir le délaminage et tout ça. Fond de coque juste nickel, pas une fissure, rien, l'antifouling nickel, enfin rien, aucun délaminage, que dalle. Bon, j'étais rassuré, mais il a quand même fallu trouver pourquoi ça arrivait. Et en fait, c'était un truc, mais vraiment tout bête. C'était le fil d'alimentation du guindeau. Le guindeau est monté à l'avant au-dessus du puits à mouillage qui est autovideur, avec une cloison étanche derrière, qui était étanche, parce que je l'ai testé évidemment. Sauf que le fil d'alimentation du guindeau passait par un tube PVC qui normalement était au ras du pont, qui normalement était étanche et surtout qui ne devait pas prendre l'eau, lui, quoi. Ouais. Et en fait, une grande partie de l'eau, dès que le bateau piquait dans la vague, une grande partie de l'eau tombait dans le puits et s'évacuait, et une autre partie partait dans le tuyau PVC. D'accord. Et rejoignait la cloison que j'avais mis en cause, et coulait le long de la cloison, était compressé par le réservoir à gasoil et la cloison, et donc giclait. C'était pas juste un écoulement, et ça giclait le long. Donc j'ai été obligé de démonter mon atelier pour voir tout ça, parce que ça c'était pas visible à l'œil nu en mer, c'était caché derrière mes aménagements d'atelier. Donc à Santa Maria, j'ai démonté l'atelier. Enfin, j'avais décidé de tout démonter pour voir d'où arrivait cette eau, quoi. Et donc voilà, donc c'était juste rien. Ça m'a pris 1 minute pour boucher le trou du guindeau. Et voilà, c'était fini, quoi. Et le bateau a plus fait une goutte d'eau. Donc tu vois, c'est vraiment... Comme quoi, c'est des petits détails. C'est oui. Et puis, des petits détails de préparation. Et exactement. Ouais. Et ça m'a pourri 10 jours de remonter, ouais. Et, voilà, quoi. Et après, les 10 jours pour rentrer ici, c'était super. C'était un peu chaud au niveau choix de la fenêtre météo pour partir de là-bas, parce que c'était le début des grosses dépressions là, qui ont embêté la route du Rhum et tout ça. Là. Et grâce à QTVLM là, de Philippe, là, on a réussi on a trouvé la fenêtre qui était bonne, et après avec QTVLM, là, on a réussi à se faufiler dans les trucs, c'était super. C'était vraiment top. On a fait une belle remontée, quoi. Et le bateau, nickel. Hein. Le bateau, il est super. D'accord. Super. D'accord. Et donc là, tes projets maintenant Alors les projets, j'ai pris une décision il n'y a pas longtemps. J'ai évidemment réfléchi, là, ça fait un peu plus de 15 jours que je suis rentré. J'ai pris une décision ferme. Je vais mettre le bateau en vente, parce que c'est un bateau qui est prêt à retourner faire ce pourquoi je l'avais préparé. Et moi, je veux plus naviguer comme ça aussi longtemps et aussi loin. Si je renavigue, ça sera en famille ou avec des amis sur des choses, voilà. Donc c'est pas la peine de garder un bateau comme ça, prêt comme il est, autant qu'il profite à quelqu'un qui aurait un projet similaire ou un projet de navigation au long cours ou d'aventure ou de choses comme ça. Donc j'ai décidé de le mettre en vente. Au niveau maritime, j'ai pas de projet. J'ai le projet de mettre autant d'énergie que j'ai mis dans la préparation de la longue route pour m'occuper de ma famille, de la maison, etc. Et ça, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, parce que je trouve que je suis passé à côté de plein de trucs. Surtout, je suis libre dans ma tête
je ne suis plus hanté par ce besoin d'aller voir si ce tour du monde sans escale correspond vraiment à ce dont j'avais besoin. Et ben, je me suis aperçu donc que ça ne correspond pas du tout à ce dont j'ai besoin. Mais ça, il faut aller le vivre, parce que ça me hantait depuis que j'étais petit. Donc, et quand je dis hanté, ça me hantait, ouais. Et donc maintenant c'est un grand bonheur, je me sens vraiment libre, quoi. C'est une vraie liberté. Autant les gens pour qui ça réussit, les moitessiers et autres fanches et nos collègues là qui tournent autour de la planète, ils se sentent libres là-bas, et ben moi je me sens libre d'être rentré et d'avoir évacué ça. Ouais, voilà. C'est une étape très positive. C'est une étape très très positive, ouais. Très positive. Et donc sinon ta famille, comment ils ont vécu? Alors Christine n'a pas été étonnée parce que c'est une des seules qui savait que psychologiquement j'étais pas prêt à faire une chose comme ça. Elle l'avait senti il y a très longtemps, donc elle n'a pas été très étonnée. Et elle a été tout à fait en accord avec moi quand j'ai pris la vraie décision de faire demi-tour, quoi. Je crois qu'elle m'a même dit un jour par téléphone, on échangeait beaucoup de mails, mais je l'appelais aussi avec l'Iridium. Elle m'a dit, là t'es à bout, là, faut que tu arrêtes, là, t'es à bout, là, rentre. Oui. Ouais. Bah, elle te connaît bien. Ouais, bah oui, mieux que moi, ouais. Oui, parce qu'elle a du recul par rapport à toi. Ouais, c'est ça, voilà. Maintenant, je le laisse au recul, parce que j'ai passé 52 jours, je crois, ou 53 jours, pour faire le légué Santa Maria, en passant par l'Équateur, puis chez mes amis le Poteau Noir, là, parce que je l'ai fait 2 fois quand même, parce que quelqu'un de normal, il aurait fait demi-tour avant le Poteau Noir. Non, moi, il a fallu que je traverse et que je fasse demi-tour et que je me retape le Poteau Noir dans l'autre sens. Tant qu'à faire. Mais ouais, c'est que positif. Il n'y a aucun point négatif. Ok, bah c'est magnifique. C'est pas magnifique, mais en tout cas oui, non, mais c'est bien sûr. Si, c'est magnifique que ce soit que positif. C'est intéressant de positiver sur ça. Et puis, je me force pas à positiver. Hein, c'est vraiment. J'aurais très mal vécu, par exemple, d'être obligé de faire demi-tour si le bateau avait cassé ou si j'avais fait un truc, parce que j'aurais pas su. Et j'aurais peut-être remis de l'énergie pour repartir et forcément pour me tromper, puisque maintenant je sais que c'est pas mon truc. Moi, la solitude, je l'ai super bien vécue. Enfin, c'est une fausse solitude parce que je me suis aperçu, et ça je le savais pas au départ. J'étais hyper accro à la communication sur les mails et tout ça. Je regardais. À un moment donné, je me suis dit, mais si mon Iridium il lâche, mon Iridium Go il lâche, je vais faire quoi? C'est sûr que tu as un contact permanent, quoi. Ouais, pas permanent. Permanent. C'est une fausse solitude. Enfin, moi en tout cas, c'était une fausse solitude. Là, c'est une solitude physique quand même. Physique, t'es quand même loin des gens. Mais qui m'a pas gêné du tout. Oui. Je trouvais ça assez confortable même d'ailleurs. Voilà. Par contre, si j'avais eu une panne d'Iridium, là, je l'aurais mal vécu. Quoi. Ouais. Donc ça veut bien dire que je n'étais pas fait pour ça. Quoi. Tu peux pas aller faire un tour du monde de 8 ou 10 mois en ayant un Iridium pour référence, quoi. Je veux dire, c'est pas possible, quoi. T'es loin des albatros et des lance-pierres pour donner des messages au cargo, quoi. Tu vois. Donc, bien sûr. Et voilà, ça je l'ai vu, je m'en suis aperçu au fur et à mesure, quoi, que j'étais très attaché à ça. Donc voilà, pas prêt à ça et pas fait pour ça, quoi. D'accord. Et je vais te remercier et puis je te remercie, Bruno, de nous avoir suivis moi, comme tu l'as fait. Moi, c'était un plaisir. Moi aussi. Après, pas toujours facile de vous suivre quand vous êtes en mer. Surtout qu'on fait n'importe quoi. Il y en a qui sont là-bas, il y en a qui reviennent. Déjà, et puis il y en a beaucoup qui ne communiquent pas du tout. Je pense que c'est eux qui vont réussir. Ça, c'est compliqué. À mon avis, c'est eux qui vont finir le tour, quoi. Oui, peut-être. Ouais. Donc, écoute, merci bien. Mais de rien. Et puis, une prochaine. Merci à toi. Ouais.